Bonjour à tous, me voici dans cette vidéo spéciale que j'ai intitulée Droit de parole. Oui, ce sera mon droit de parole que je m'octroie au nom de la liberté d'expression. Je vais donc vous livrer ma vision des choses quant à cette crise dans laquelle nous sommes. Cette époque troublante, significative, qui me fait penser que nous sommes à la croisée des chemins. Bien entendu, je n'apprends rien à personne en affirmant que cette année 2020 est certainement la plus folle que l'on ait pu à vivre, et pas seulement en France, partout dans le monde. Durant les 2 premiers mois du premier confinement, en mars et en avril dernier, tout s'est arrêté, sauf la nature qui avait repris ses droits, mais qui ont été reperdus depuis. En France, une pluie de décrets s'est déversée. Des interdictions, des restrictions, des obligations nous ont tous obligés à changer nos habitudes de vie. Le but n'étant pas de décréter ou de dire que ce virus existe ou pas, puisqu'il y a fatalement eu des personnes touchées, des milliers de personnes, et j'apporte d'ailleurs tout mon soutien à leurs familles. Plutôt que de parler du côté scientifique des choses et de ce qui a été entrepris ou pas, je souhaite soulever le problème que cela engendre dans la psychologie collective. Dans ce pays très patriarche, habitué à suivre la doctrine de ses dirigeants, on sent depuis quelques années, et surtout depuis 2 ans, après le mouvement des Gilets jaunes, entre autres, un vent de justice se lever. La lutte des classes n'a jamais été aussi forte. Comme si 2 clans s'étaient formés. Bien entendu, avec des nuances, on ne peut pas généraliser. Pendant que le CAC 40, entre autres, ne cesse de tout influencer dans le monde, la pauvreté n'a cessé d'augmenter. En 2020, la population contient 10 millions de pauvres sur 67 millions d'habitants. Oui, 10 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. Alors, comme certains pourraient l'affirmer, ils n'ont peut-être pas assez bossé à l'école, n'ont pas tenté de traverser la rue pour trouver un travail. Mais les faits sont là. Pendant que les ultra-riches ont fait un bond de 439% de bénéfices en France et seulement pour cette année, alors que pendant ce temps des gens perdaient et perdent encore leur emploi, des milliers de commerces sont en train de crouler. Bars, restaurants, boutiques, discothèques, événementiels, culture. La liste est longue. L'argent, le nerf de la guerre. Un seul mot me vient à l'esprit. Insupportable. Je fais partie de la couche dite populaire et j'en suis plutôt fière. Je ne suis ni jalouse ni envieuse. Le capitalisme et le matérialisme ne m'ont jamais attirée car j'aime la simplicité. Après, ça ne veut pas dire pour autant que je rejette celui qui a réussi en affaires ou dans son job qui lui permet de vivre très confortablement. Ce qui me dérange, c'est l'ultralibéralisme et le mondialisme qui est venu gangréner l'état d'esprit général, mais aussi saboter notre économie et par là notre politique du travail. On a délocalisé à tout va, tuant notre industrie française à coups de licenciements abusifs. En sachant que toutes les plus grandes entreprises sont cotées en bourse et appartiennent à quelques poignées qui ne demandent qu'à toucher leurs dividendes. Apparemment, l'idée est bien entrée dans les mœurs. Pendant que certains en haut de la pyramide ont des toilettes en or, d'autres triment. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, c'est un cliché, mais une réalité aussi. J'avais écrit dernièrement un texte sur ma page personnelle Facebook et je vais vous la partager pour affiner la vision de ce que représente pour moi la caste. Je veux dire l'élite, celle qui est aux commandes des grandes instances vs le peuple.
ce qui nous a conditionnés, à mon sens, à la soumission à l'autre. Je précise que je ne suis en aucun cas anti-diplôme. Je suis triste de constater à quel point le monde tourne à la dérive et comment l'homme s'est laissé happer par lui. L'homme qui se croit au-dessus de tout, car il pense tout maîtriser. Depuis des lustres, nous avons tous été formatés au système occidental dans lequel nous vivons. Métro, boulot, dodo. Tous conditionnés à aller à l'école où l'on te dit de bien travailler pour pouvoir avoir un bon boulot, une belle maison, une belle voiture, le rêve à l'américaine. Si tu as la chance d'être né dans une famille plus ou moins aisée, tout baigne. En général, ton avenir est tout tracé. Tu peux faire de belles et longues études pour obtenir le job qui te permettra de tout acheter. Ta maison, tes vacances, tes loisirs. Mais surtout, de te permettre d'avoir des responsabilités, d'être bien placé dans la hiérarchie, une belle place dans la société qui te donne la notoriété, une importance plus grande. Et dans un autre ordre, tu viens d'une famille ouvrière, employée. Là, tu sais déjà que tu vas devoir te battre pour y arriver, pour monter des échelons. Ta condition te le rappelle et te met la pression sociale. Soit tu fais partie de la bonne tranche et tant mieux pour toi, ce monde est parfait et idéal pour tes ambitions. Mais si tu viens de l'autre côté, accroche-toi bien, le voyage va être fascinant. Déjà là, pour moi, le bas blesse. Pourquoi, dans cette société, une personne qui a des diplômes est-elle plus importante qu'une autre qui n'en a pas ? Les diplômes font-ils réellement de toi un être supérieur au pouvoir incroyable ? Ce que je constate, pour ma part, c'est que plus tu es bardé de ces fameux diplômes, plus tu te crois supérieur à l'autre. Je ne pense franchement pas qu'ils fassent la valeur d'un homme. À mon sens, ils sont là pour valider des savoirs cumulés. L'accumulation de connaissances est une chose, mais cela ne fait pas tout, et surtout, cela ne fait pas de toi quelqu'un de plus précieux qu'un autre. Chaque individu sur Terre apporte sa pierre à l'édifice. Personne ne doit être au-dessus d'une autre, sous prétexte qu'elle est bardée de diplômes. Je pense vraiment que plus on fait des études et plus on a des chances d'être formaté dans ce sens, que tout leur est dû car on a bossé dur pour en arriver là. Et l'ouvrier qui se lève à 5 heures tous les matins pour qu'ils puissent gagner leur pognon, vous y pensez ? Ou seulement on pense que chacun sa place, il n'avait qu'à mieux travailler à l'école, qu'il fallait qu'ils se battent plus. Et encore, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ces inepties nous ont amenés à nous diviser, à former des clans. Voilà pourquoi aujourd'hui un minuscule virus vient mettre en lumière tout ceci et à creuser l'écart jour après jour. Et voilà aussi pourquoi nous en sommes arrivés à assis, debout, couchés. Certains suivent le troupeau car ils ont été bien éduqués à suivre les recommandations et de ceux qui sont en haut de la hiérarchie. Les autres, parce qu'ils ont peur de l'amende qu'ils ne pourraient pas payer, aveuglés l'un et l'autre par la soumission à l'autorité. Il y a ceux aussi qui réfléchissent par eux-mêmes, qui analysent, qui confrontent les données, les comparent, cherchent. Ceux qui essaient juste d'avoir un débat loyal, confrontant les idées les unes aux autres. Mais non, on retrouve sur les médias conventionnels, grassement payés par des milliardaires, le même chant, la même ritournelle, sans aucun débat ne soit lancé. On balance la vérité, un point c'est tout. Si tu ne suis pas la pensée unique, tu es allègrement insulté de complotiste. Dès que tu essaies de parlementer et essayer d'amener ton point de vue et même
avec des données vérifiables. Trop facile, tellement pratique. Mais cela n'est pas moins dangereux dans une soi-disant démocratie où l'on te déverse quotidiennement ce que tu dois penser, dire, faire, sinon tout droit dans une case. Car oui, en France, on adore mettre les gens dans des cases. Comme ça, on peut te repérer, se méfier de toi ou pas. Selon la case dans laquelle tu es, l'étiquette est de mise dans ce pays des Lumières. La philosophie peut aller se rhabiller, hein. Seul mot d'ordre, avancer tête baissée vers l'abattoir. Pour ta sécurité, on croit rêver. Tu n'as plus le droit de prendre des risques, tu comprends, il faut sauver la grand-mère de Céline. Ne sois pas égoïste et pense à elle. Mais dans tout ça, a-t-on demandé à cette grand-mère si, justement, elle préférait prendre le risque d'embrasser son petit-fils? Non. On lui impose, au nom de la sécurité sanitaire, de ne plus embrasser et de faire des câlins à personne. Le propre de l'homme n'est-il pas d'échanger, de vivre en interaction avec l'autre? Ne nous sommes pas des êtres faits pour vivre en collectivité? N'est-ce pas là le moteur de notre société humaine? Du coup, pendant que le peuple se déchire entre catégories, on te glisse des décrets à tout va. Mais messieurs les hauts placés, un décret n'est pas la loi. Peu importe, c'est eux qui ont les rênes du pouvoir. Alors, travaille, consomme et surtout ferme bien ta bouche. La peur nous dirige, nous culpabilise, nous montre du doigt. Elle détruit toute pensée rationnelle. Cessons de laisser notre vie entre leurs mains. Redevenons souverains de nos pensées et de notre façon d'agir. Ils nous infantilisent, nous coupent de notre réelle responsabilité. Le tissu social est broyé, faisant de nous des écervelés dénués de bon sens. Mais bien entendu, c'est eux le bon sens. Tu comprends, ils ont fait l'ENA à Sciences Po. Des vrais génies, les mecs. Oui, des génies de la manipulation. Ça, c'est certain, et ça reste mon point de vue. Ces castes, ces élites qui se croient au-dessus de tout en haut de leur pyramide, nous regardent avec ironie nous chamailler, nous disputer, nous insulter et mettre en place insidieusement une dictature démocratique. Oui, c'est ce que je pense et crois. Personne ne m'interdira d'avoir ces idées. Je suis libre. Et quiconque ne portera atteinte à ma liberté de penser. Et combien même, si celui en face de moi dit quelque chose qui me semble stupide, insensé, voire plus, il a, à mon humble avis, le droit de le dire. Cependant, que chacun puisse parler à son aise et exposer ses idées pour qu'un débat puisse naître et faire évoluer les choses, ou pas. Parlementer et exposer est démocratique. Imposer à l'autre sa vision des choses ne l'est pas. Le principal dans cette démarche est que chacun puisse être réellement libre de dire ce qu'il pense. Car dans ces cas-là, j'ai envie de demander où sont les « je suis Charlie ». Je suis aujourd'hui fatiguée de voir les gens se déchirer parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées, pensées, conceptions des choses. Respectons-nous mutuellement. Le respect est vraiment primordial pour que chacun puisse être qui il veut, sans que quiconque ne vienne interférer sur sa propre nature. Pour conclure, j'ai envie d'y mettre de la poésie et de l'espoir. Sachons être comme la fleur du lotus. Malgré la boue dans laquelle elle évolue, elle devient et reste une fleur magnifique. Pour continuer, ce virus, invisible à nos yeux, a pétrifié la nation, mais pas que. La politique engendrée par cette crise dite sanitaire a visiblement, elle, condamné nos esprits à une seule doctrine, sauver les plus fragiles. Alors bien entendu, il est normal de les protéger. Point besoin de culpabiliser quiconque, nous sommes normalement en mesure de le comprendre. Cela dit, j'ai eu ce sentiment, et je ne pense pas être la seule,
à me retrouver telle une petite fille à qui on donne des recommandations. Mais si cela ne s'était arrêté qu'à ça, le climat est vite devenu quotidiennement anxiogène. Pendant qu'on soufflait le chaud, on soufflait aussi le froid. Beaucoup ne savaient plus quoi penser et faire, attendant les chiffres morbides du jour. La peur est devenue leur pilier. Pour éclairer mes propos, je vais vous partager à nouveau 2 textes que j'avais écrits, l'un en octobre et l'autre récemment sur ma page personnelle. Deux mondes sont en train de se scinder, alors que nous sommes une seule humanité. À qui profite le crime? Pas à l'humanité, mais à ceux qui la dirigent. Ils nous regardent nous chamailler, nous déchirer, nous disputer, pour mieux nous contrôler. Sous l'hypnose collective, nous sommes manipulés comme jamais. Tels des poupées de chiffon qui s'agitent, nous brassons l'air dont nous sommes privés. Sous les masques tombent. Les peurs les plus profondes ressurgissent, laissant beaucoup sous les griffes de leurs bourreaux. Ils ne veulent pas quitter leur zone de confort, prêts à être secourus par des sauveurs en costard-cravate ou en blouse blanche. Je me demande que font certaines de ces blouses blanches qui ont signé le serment d'Hippocrate. Il me semble qu'elles se soient dirigées vers le serment d'Hippocrate et surtout vers la pompe afrique. Il y a comme un hic. Les conflits d'intérêts ne semblent offusquer personne. Tel est ce monde conduit par l'ultralibéralisme et l'individualisme. Penser est un crime, obéir la panacée. Deux camps s'affrontent et s'agitent sous le feu des projecteurs, pendant qu'eux se précipitent pour nous inventer un monde plein de torpeur. Malgré toute cette mascarade, je resterai libre. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. La peur de vivre est en quelque sorte ne pas oser prendre de risques, aucun. Courber l'échine à cette énergie qui arrive subtilement à nous engourdir jusqu'à notre façon de penser et d'être. La peur de vivre nous enferme, nous crispe, nous fige. C'est la pire des émotions à mes yeux. Elle nous emmène au tréfonds de notre être, bouscule nos perceptions, fait remonter ce qu'il y a de plus sombre en nous. Hormis la peur qui nous saisit, la peur est la sœur du doute, de la colère, du jugement, de la haine, de l'inquiétude, du désarroi, de l'appréhension. Et de surcroît, mauvaise conseillère. Vivre de la peur, c'est oser l'utiliser pour arriver à ses fins. Amener autrui sur le terrain glissant de cette énergie afin d'en retirer le plus possible. Vivre de la peur gonfle l'ego, accentue la perversion, permet la division, c'est le pire des défauts pour moi. Elle nourrit le côté obscur des choses, malmène consciemment, profite du malheur des gens. Spéculer sur une émotion telle que la peur est totalement immoral et je dirais même malsain et contre nature. La joie de vivre émane de soi comme un soleil brillant. Rire et sourire à la vie, être enchanté par elle et profiter de chaque moment. La joie de vivre nous ouvre l'esprit, nous donne l'envie de partager. C'est une des plus belles des émotions à mon sens. Elle est une énergie nourrissante et enrichissante. C'est la petite sœur de l'amour, celui avec un grand A, celui qui nous porte. Vivre de la joie, c'est porter l'autre pour qu'il puisse évoluer. Être emporté par la vague du bien-être, de la douceur, de l'enchantement et du bonheur. Vivre de la joie, c'est être ravi que l'autre soit heureux, se montrer bienveillant et aider à porter son prochain. C'est une des plus belles des valeurs humaines. Surfer sur cette vague amène l'altruisme, l'intérêt profond que l'on a de l'autre. C'est forcément constructif et positif pour tous.
Il me semble bon de savoir juste et éclairer ce qui nous anime, ce que nous désirons nourrir en toute conscience, vers quel chemin notre cœur nous conduit réellement. Sachons l'écouter avec calme et lucidité. Pour en finir avec cette vidéo, j'avais envie de vous partager la célèbre légende amérindienne des deux loups que nous portons en nous. Un matin, un vieux Cherokee voit son petit-fils en colère suite à une dispute avec son meilleur ami. Il vient vers lui et lui raconte une histoire, celle d'un combat ordinaire, celui qui mène chaque être humain sur Terre. Parfois, dit-il, il m'arrive également de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal. Cette colère ne blesse pas mon ennemi, mais elle m'épuise. C'est comme avaler le poison et désirer que son adversaire en meure. Souvent, j'ai combattu ce sentiment. En fait, un constat combat a lieu, tous les jours, à l'intérieur de moi-même, et ce, entre deux loups. Deux loups, grand-père? Oui, deux loups. L'un est méchant, il ne connaît que la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le chagrin, l'avarice, l'arrogance, l'apitoiement et un sentiment d'infériorité le poussent au ressentiment, au mensonge et à la vanité. L'autre est bon, il connaît la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Intrigué, le petit réfléchit et demande: « Et à la fin, grand-père, quel loup remporte ce combat ?» Aussitôt, le vieux Cherokee se tourne vers son petit-fils, le regarde dans les yeux et lui répond: « Celui que tu nourris, celui que tu décides de nourrir. » Et vous, quel loup avez-vous envie de nourrir ?